Bon, pour mettre dans le contexte, on est une petite entreprise familiale, entreprise d'atelier, et on la gère avec mon père et mon frère. On est une entreprise sincèrement solide. On a une belle équipe bien engagée. On pourrait presque dire qu'on est une famille. On a 10 personnes dévouées. On essaye de tout faire pour que ces 10 personnes soient très bien au quotidien. On fait attention à leur morale, on fait attention à tous les concernants. Ce qui fait que aujourd'hui, on n'a aucun turnover, on a des gens qui restent. Je pense qu'ils sont contents de venir travailler tous les jours. Voilà, c'est une entreprise qui va avoir bientôt 70 ans. Sans me tromper, je crois qu'on est l'entreprise la plus vieille de notre ville de 25 000 habitants. L'entreprise tourne très bien. Et là, on arrive à un point où les locaux ils sont trop petits. On a une vieille ferme des années 1900. Et là, on est à l'étroit. On a passé des années à pousser les murs, mais là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Les murs, on peut plus les pousser, c'est plus possible. L'entreprise se portant bien, on décide, on trouve un bâtiment et on décide de l'acheter. On a mis 500 000 € dans le bâtiment qu'on appellera bâtiment A. On y va, on va à la banque, on se porte caution personnelle, donc la maison de mon père, la maison de mon frère, ma maison, caution personnelle du prêt de 500 000 €. On obtient le prêt, tout se passe bien, on signe, et le soir où on signe, on se rend devant ce bâtiment, 19h, le soleil couchant, c'est un soir de début d'été. On savait d'emblée que le bâtiment était un peu trop petit, mais il y a un grand terrain. On se dit qu'on pourra construire un autre bâtiment pour permettre de se développer facilement. C'est un grand terrain. Et là, on est devant le bâtiment, on regarde le bâtiment voisin, et on se dit, mais construire en France, c'est compliqué. Est-ce que ce serait pas plus simple d'acheter le bâtiment du voisin? Ça partit d'une blague comme ça. Et si seulement on avait su que cette petite blague d'un soir allait nous plonger dans la pire aventure professionnelle de notre vie. Quelques jours passent et on se dit que l'idée est peut-être pas si mal. On fait expertiser les chiffres de l'étoile par nos experts comptables. Tous les voyants sont au vert. On va à la banque. C'est pas gagné, mais bon, on est caution personnelle, donc la banque nous prête. Donc on réinvestit, après avoir investi un demi-million, 450 000 € pour le bâtiment B et 300 000 € pour la société l'étoile. C'est à nous, ça y est, on prend possession de l'entreprise. On commence à connaître l'équipe, donc Patrick, commercial depuis presque 20 ans. On a Chloé et Claire, qui ont pareil des décennies dans la société, toutes deux assistantes commerciales. Et Michel, le livreur, 20 ans d'ancienneté. Bon, on a des personnes qui sont là tous les jours, à l'heure, engagées. Et rapidement, on s'aperçoit que ces personnes-là, ces 3 personnes-là, engagées tous les jours, n'ont pas été augmentées depuis des années, mais très longtemps. Nous, on a bonne foi en ces personnes, on se dit que la moindre des choses, c'est déjà de les augmenter chacune de 100 € net par mois. On est en France, pays au monde où les charges sont les plus élevées, donc cette petite augmentation de 100 € net mensuels pour 3 personnes nous coûte rapidement déjà 8 000 € à l'année, voire un peu plus même. Voilà, ça c'est fait. Et puis il faut qu'on arrache le pansement et qu'on rencontre Nadia, la directrice commerciale, prétendue personne difficile par Sylvie. On rencontre Nadia
Et on s'aperçoit rapidement qu'il y a une espèce de petite guéguerre entre Sylvie et Nadia. Nous, on est assez confiants. Chez l'Étoile, on se dit que tout peut aller mieux. Nous, on a l'expérience de l'atelier où tout va bien. Donc on se dit qu'avec notre petit souffle neuf, on va pouvoir détendre l'atmosphère et que ça va peut-être aller un peu mieux. Là, Nadia nous présente les choses comme quoi elle était lésée pendant des années, elle nous fait un beau tableau et rapidement on se dit que elle est peut-être méritante. Elle nous présente comme quoi elle a un manque à gagner de plus ou moins 700 € par mois. Assez rapidement, on prend la décision de lui donner ces 700 € par mois pour la rallier à notre cause et puis pour qu'elle reprenne le travail correctement dans un atmosphère sain. Donc 700 € par mois pour une seule personne. Et ça, on l'a vu précédemment, ça nous coûte très rapidement 12, 13, 14 000 € par an, plus que les 3 personnes réunies. C'est un sacrifice, on l'a fait. Et parce que nous, on avait bon espoir pour cette société, on voyait le potentiel qu'elle pouvait avoir. Donc on s'est dit, on va relancer le truc, quoi. C'est une entreprise qui a déjà 50 ans et que elle est loin d'être éteinte, quoi. Elle a une expertise dans leur domaine qui est non négligeable. Et on se dit qu'il y a du potentiel. Entre-temps, Sylvie, qui voulait faire autre chose de sa vie, et finalement, elle sait pas trop quoi faire de sa vie. Et rapidement, on découle que on prend Sylvie, donc l'ex-dirigeante, en tant que commerciale dans l'entreprise. Et nous, on trouve le truc un peu louche. On se dit, après tout, et puis elle connaît la société, voilà, et puis elle avait l'air très dynamique, très engagée. On se dit, bon, allez, on y va. On prend Sylvie, commerciale. Rapidement, elle prend des rendez-vous, on lui donne des rendez-vous. Elle doit aller se présenter chez les clients de l'atelier, puisque c'est deux sociétés étroitement complémentaires. Donc, on lui fait faire des rendez-vous. Dans un premier temps, les prises de contact se passent bien. Moi, je vais avec Sylvie un peu voir des clients, la présenter. Tout se passe relativement bien. Ça n'est qu'une présentation. Et quelques semaines passent et quand on veut un retour sur ces actions, et on se rend compte qu'il se passe pas grand-chose. Il y a très peu de prises de commandes. Et puis assez rapidement, et son chiffre est pas terrible, quoi. Il y a quelques devis de fait, mais très très peu. Et puis le taux de conversion des devis est vraiment pas terrible, quand on est en dessous des 10%. C'est vraiment pas terrible du tout. Donc on commence à demander des comptes à Sylvie, les commerciales itinérantes. On la maîtrise pas au quotidien, on sait pas ce qu'elle fait de ses journées. Donc le doute grandissant, on commence à lui demander des comptes. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Qui elle va voir? Comment ça se passe? Nous, on veut savoir. On vient de reprendre l'entreprise. On veut savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à améliorer. Et puis, Sylvie, elle nous fait aucun retour. Donc, on commence à être un peu insistant sur le sujet. Et un beau matin, on arrive au bureau et on reçoit un arrêt de travail de Sylvie. Donc à ce moment-là, elle est salariée de l'entreprise. Arrêt de travail. Bon, nous, on n'est pas médecin. Elle a probablement un problème. Et n'étant pas médecin, on va pas en juger. Donc Sylvie étant absente,
on porte notre regard sur Patrick, qui lui aussi, ses chiffres sont pas terribles non plus. Nadia, on la met totalement de côté parce que à elle seule, elle fait beaucoup plus de chiffres que Sylvie et Patrick réunis. Donc Nadia, on la met de côté. Patrick, on porte un peu sur lui, on le prend en entretien. On se rend rapidement compte qu'il dit trop rien, mais en fait, il a des vieilles rancœurs contre Sylvie aussi. On essaye de lui faire comprendre que nous, on n'est pas Sylvie, on est les nouveaux, on essaye de redynamiser l'entreprise. On veut que tout se passe bien, que tout aille pour le mieux. On a mis les moyens pour que tout aille mieux. On a apporté quelques produits de l'atelier pour étoffer un peu leur catalogue. Et voilà. Et puis Patrick semblait un peu revitalisé et on le sentait bien, quoi. On sentait qu'il allait repartir. Donc voilà. Et puis bon, on attend de voir le résultat. Et puis les semaines passent, plusieurs semaines passent. Et puis Sylvie, elle envoie des renouvellements d'arrêt. Et puis renouvellement sur renouvellement. Et puis là, on s'aperçoit que de 2 semaines en 2 semaines, elle passe en mois de renouvellement de travail et d'arrêt de travail. Médecins différents sur les arrêts de travail. Donc plusieurs médecins qui la renouvellent. Arrivé au 7e arrêt de travail d'affilée, on commence à comprendre que Sylvie va jamais revenir, quoi. Et que Sylvie avait déjà pris cette décision. Profiter des lois françaises pour ne plus venir travailler, quoi. Donc employeur en France, face à cette situation, à part faire une demande d'inspection à la sécurité sociale, qui m'aidera franchement pas à grand chose, bon, on décide de passer outre. Les chiffres de la société vont de moins en moins bien. On est à peu près 8 mois après le rachat. On fait une petite situation et puis là on s'aperçoit qu'on perd 50 000 euros, quoi. 8 mois qu'on reprend la société, on essaie de tout faire et on perd 50 000 euros après tout l'argent investi. Là on se dit que les choses ne vont pas, quoi. Et nous on gère l'étoile de l'autre côté, l'étoile tout va bien. L'atelier, je m'y perds. On est à fond dans l'atelier, on essaye de mettre à peu près 10% de notre temps sur l'étoile, mais nous on est là, on gère l'atelier, on sait gérer l'atelier et on le gère bien. Et puis là un jour me vient une idée, et pour mieux gérer l'étoile, on se dit que le mieux c'est de rapatrier les Chloé, Claire et Michel dans nos vieux locaux de l'atelier pour essayer de voir vraiment ce qui pêche, quoi. Il faut qu'on redresse la barre. On perd 50 000 euros, donc il faut que ça aille mieux. Bon, on se heurte des petites réticences, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça. On perd de l'argent, donc faut qu'on trouve une solution, faut qu'on fasse mieux. On rapatrie Chloé, Claire et Michel dans nos locaux. On les a tous les jours avec nous. Et là, un jour, au détour d'une conversation, j'entends mais comment on fait pour les NL? Mais qu'est-ce que c'est les NL? Donc là, je me dis, les NL, mais qu'est-ce que ça peut être que ces NL? Donc je demande des comptes. De quoi parle-t-on? Les NL, c'est les non livrés. Sylvie n'en a pas parlé? Ah non. Dans la procédure de rachat, à aucun moment Sylvie a abordé le mot non livré. Explique-moi, qu'est-ce que c'est les non livrés? Eh bien, les non livrés, c'est une belle
j'ai pas le mot tout de suite, mais pour essayer de faire clair, c'est des produits que les acheteurs de nos clients commandent, et la non livrée vient tout de suite s'éclaircir. Des produits que les acheteurs commandent, mais on les livre pas parce que ces produits n'existent pas. Et pourtant, les acheteurs les achètent. Donc, ils passent une commande de X centaines, voire milliers d'euros, et on livre jamais ces produits. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un mécanisme bien huilé, où le commercial concerné, au lieu de livrer des produits, il rétribue des diverses choses aux acheteurs, dont des chèques carburant, des colis livrés à domicile. Et là, grosse dégringolade. Ouais, en fait, on a racheté une société qui fait du détournement de fonds. Et pas que dans le privé, il y a aussi du public concerné. Et là, là, on sait pas quoi faire. Nous, on est vraiment perdu, on sait pas dans quoi on est tombé. Là, on se rend pas compte. On a racheté, littéralement, une société qui pratique quotidiennement, depuis des années, du détournement de fonds publics et privés. Et le pompon, c'est que les commerciaux qui sont rémunérés sur leur vente gagnent de l'argent. Oui, ils gagnent de l'argent sur ces détournements de fonds. Mais nous, on vient d'une culture d'entreprise à l'atelier où il est tout à fait impossible de faire quelconque cadeau aux acheteurs. On signe même des chartes avec des grands groupes pour lesquels ou même un calendrier n'est pas admis. Et là, on tombe sur un truc où on met de l'essence dans la voiture des acheteurs. On se rend pas compte à ce moment-là du truc. Genre, ça y est. Et on a racheté une entreprise qui a ce genre de pratique. En France, quand on rachète une entreprise, on achète l'actif, mais on achète aussi le passif. C'est-à-dire qu'on a acheté dans cette entreprise pour 300 000 euros un passif de détournement de fonds. Comment on fait? On a peur en ce moment-là. On se dit, mais c'est quoi notre solution? Nous, on a branché les commerciaux avec des clients communs à l'atelier, et on s'aperçoit rapidement que des clients communs sont concernés par ce genre de pratique. Nous, à l'atelier, on a un certain chiffre d'affaires qui est généré par ce genre de clients, et on se dit, mais là, il va y avoir un gros problème. Comment on réagit face à cette situation? La réaction, je ne sais pas si on a eu la bonne réaction, mais on a décidé rapidement de licencier Sylvie et Patrick pour faute lourde, parce qu'on voulait sincèrement pas faire de vagues, on voulait pas porter plainte, on voulait que les choses soient relativement invisibles, parce que on s'est senti un peu péteuse dans l'histoire, et que voilà quoi, nous ça fait pas partie de nos mœurs. Donc on était un peu au pied du mur quoi. Nous on a nos maisons en caution, pour rappel. On peut pas risquer de couler l'entreprise. On se retrouve littéralement à la rue quoi si on fait ça. Donc on est un peu sur le fait accompli. Certaines personnes pourraient dire vous aviez qu'à porter plainte contre Sylvie pour vice caché lors du rachat. Ouais, sauf que c'est pas aussi simple que ça. C'est des procédures judiciaires très longues.
Et il peut se passer des années pendant lesquelles nous, on doit rembourser mensuellement 5, 6, 7 000 euros par mois. Si c'est une procédure qui dure ne serait-ce que 5 ans, c'est 60 mois à 5, 6, 7 000 euros par mois, c'est intenable. On voulait pas se retrouver à la rue parce que c'est littéralement ce qu'on risquait. Donc, on a décidé de pas faire de vagues et juste de procéder à des licenciements lourds pour Sylvie et Patrick. Et c'est de dire pourquoi pas Nadia, pas Nadia parce que littéralement c'est elle qui faisait le plus de chiffres et concrètement avec cette histoire de NL, elle était concernée que par 2-3 clients de mémoire. Et parcimonie, contrairement à Sylvie qui utilisait ça à outrance et voire avait même un client pour lequel c'était 100% des commandes. C'est-à-dire que c'est un client qu'elle a vu une fois dans sa vie. C'est un client qui passait 3 000 euros de commandes par mois. Et c'est un client qui ne recevait absolument jamais aucun produit. Rien du tout. Uniquement du détournement de fonds de son entreprise, pour lesquels Sylvie était rémunérée. Ahurissant l'histoire. Ahurissant. Donc, on a licencié Sylvie et Patrick, et puis voilà. Là, on se retrouve un peu désemparé. Ça y est, on a une société dans laquelle on a perdu 66% de l'effectif commercial. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il nous reste Nadia, directrice commerciale, personne supposément difficile. Au fil du temps, on s'est aperçu que effectivement, elle était pas évidente à gérer. Elle nous avait mis quasiment le couteau à la gorge pour ces 700 euros par mois qu'on avait concédé. Et avec le recul, quelle erreur. Du coup, il n'y a plus que Nadia, donc on regarde ce que fait Nadia, on analyse, on regarde ses ventes, on se dit comment est-ce qu'on va faire pour redresser la barre. Est-ce qu'on embauche une nouvelle commerciale ou pas, ou un nouveau commercial, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, nous, la société, on n'a plus beaucoup de trésorerie, quoi. C'est une société qui devait générer plus ou moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On est à 9 mois, 10 mois, et on n'est qu'à 550 000, quoi. On est loin du budget prévisionnel qu'on avait annoncé aux banques. Donc là, on va clôturer à 1 an d'exercice sous notre direction, et on est loin de faire ce qu'on avait prévu de faire, en tout cas. Donc, Nadia, on porte un peu plus attention. On lui fait comprendre que c'est plus que la seule personne de la société, que tout ce qui était moyen comme pratique commerciale, c'était désormais strictement et formellement interdit, parce que c'était juste inenvisageable pour nous. Je dis bien pour nous, parce qu'on sait très bien que ça se pratique encore énormément en France aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a des acheteurs qui ont des pouvoirs d'achat importants, en profitent, mais alors très 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 largement. On a vu le cas. Nous, chez l'atelier, on nous a déjà demandé des cadeaux. C'est pas dans nos mœurs, mais un client qui nous générait 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel nous a demandé un cadeau une fois, mais c'était pas possible. Nous, on n'est pas en mesure d'offrir une voiture à quelqu'un. Ça n'est pas possible. Donc, on a préféré dire, tant pis, 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, et tant pis, on fait plus. On perd ce client.
Depuis, on a perdu ce client, hein. Ça c'est clair, d'emblée, net et précis. Par contre, lui, sa voiture, il a fini par l'avoir, hein. Pas par nous, mais il a fini par l'avoir. Bref, passons. Nadia, on se porte sur son cas. On essaye d'étudier, on essaye de faciliter son travail. Elle travaillait surtout avec Chloé. Donc, on a bien parlé avec Chloé pour qu'elle facilite tout ce qu'elle peut pour Nadia et que tout se passe bien. Les semaines passent et tout va pas bien. La société continue de s'engouffrer et là, ça y est, on arrive à 1 an. Bilan de l'entreprise. Bilan de l'entreprise, expertisé, première année, 70 000 € de pertes. 70 000 € de pertes. On a investi autant d'argent pour perdre 70 000 € au bout d'1 an. Là, c'est inacceptable. On est tombé de haut avec des pratiques étranges. Et en plus de ça, on perd de l'argent. C'est pas possible. On réorganise rapidement la grille tarifaire. On essaye de motiver Nadia. Et on modifie quelques petites bricoles pour voir comment ça se passe. Et Nadia est très réfractaire. Et en fait, on s'aperçoit que Nadia est très réfractaire depuis le début. En fait, parce qu'on n'avait jamais vraiment prêté attention à Nadia. Elle faisait beaucoup plus de chiffres que tout le monde. Et voilà, donc maintenant qu'elle est toute seule, toute la lumière est portée sur elle. Et on s'aperçoit que Nadia, elle en fait pas lourd, en fait. Et plus on creuse, et puis plus on s'aperçoit que Nadia reste beaucoup sur ses acquis depuis des années et des années. Sauf que Nadia, c'est la directrice commerciale de l'entreprise. Elle doit la rentabilité et le développement de l'entreprise. Et en fait, elle fait ni l'un ni l'autre. Elle vit juste sur ses clients existants et sans développer quoi que ce soit. On essaye quand même de parlementer, d'argumenter, on va manger au restaurant, on essaye de voir ce qui va pas. Et puis en fait, plus ça va, et plus elle nous en demande. Donc en fait, on lui avait concédé beaucoup de choses déjà. Elle nous avait dit, étant commerciale itinérante, qu'elle pouvait travailler à domicile et qu'elle utilisait du papier chez elle et qu'elle utilisait l'internet de chez elle. Bon, au départ, on s'est pas trop méfié. On dit, ok, tu utilises internet chez toi, qu'est-ce que tu veux? Et elle nous a rapidement demandé le remboursement de sa box internet. On a une période où on se méfie pas trop, on accepte. Et puis, en fait, quand on reçoit ces factures de box internet, on s'aperçoit qu'elle paye 80 € par mois. 80 € par mois. On est en 2024. 80 € par mois de box internet. Trop tard. On s'est engagé à le faire. Donc, on le fait. Et ça vient s'ajouter aux 700 € par mois qu'on lui a accordé. Et puis, peu à peu, elle nous demande, elle dit, mais ce serait bien que j'aille plus manger au restaurant avec mes clients. Là-dessus, non, je suis désolé, t'as pas besoin spécialement d'aller manger tout le temps au restaurant avec tes clients. Et un jour, elle nous envoie une facture d'une boucherie pour, grosso modo, 200 € de viande. Mais c'est quoi ça? Pourquoi t'as acheté 200 € de viande, Nadia? Démarche tel client, démarche commerciale tel client, payer leur barbecue. Ah bon? Donc nous, entreprise, on doit payer le barbecue pour une équipe de clients. Non. Oui, mais selon mon contrat, vous ne devez me rembourser tous mes frais professionnels. Ah oui, d'accord, ok. Écoute, on est toujours en France, on doit toujours prendre le salarié avec des pincettes, on rembourse ton barbecue,
Et on te précise qu'il est tout à fait interdit de faire quelconque cadeau au client, que ce soit de la viande ou autre. C'est interdit. Là, les choses commencent à se compliquer. Donc, on vérifie un peu ce que Nadia fait tous les jours, au quotidien. Et puis là, on s'aperçoit qu'en fait, Nadia, elle vit sur son carnet client vieux de presque 40 ans et qui a quasi aucun renouvellement. Et qu'en fait, aujourd'hui, on est en début 2025 et la société L'Étoile repose sur littéralement 57 clients historiques de Nadia. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude. C'est pas viable. Ce n'est pas viable. On dit à Nadia, là, tu nous dois de la prospection, c'est contractuel. Pour les besoins de l'entreprise, il faut prospecter. L'entreprise va mal. Il faut que ça aille mieux. Les quelques semaines passent, rien ne change. La trésorerie s'épuise. Dans une entreprise, la trésorerie, c'est pas un compte commande particulier. La trésorerie, c'est un outil. Quand il n'y a plus l'outil, les choses commencent à aller très mal. Et là, ça va plus. On sort d'un bilan catastrophique avec 70 000 euros de pertes, et la perte se poursuit. Premier trimestre 2025, la perte est toujours la même. La trésorerie continue de s'épuiser. Là, on prend une décision radicale. Il n'y a plus qu'une commerciale sur la route. Il y a 3 personnes au bureau chargées de la gestion. Il n'y a plus le choix. Il y a une personne en trop. Là, c'est une période très difficile parce que, en fait, une personne qui est là depuis presque 40 ans, qui n'a rien demandé, qui n'y peut rien, qui est malheureusement pas la moins, si, il n'y a pas d'autre mot, c'est la moins essentielle, on n'a pas le choix. Il faut licencier économiquement cette personne. Et là, c'est la première fois qu'on doit faire ça. Et là, c'est très, très, très dur. Voir les pleurs d'une personne qui n'a rien demandé, c'est très, très dur. Voilà, on est là, on doit licencier Chloé, 38 ans d'ancienneté, 57 ans, et retrouvera probablement difficilement du travail. Mais nous, on n'a plus le choix. Je rappelle encore une fois, on a plus d'1 million d'euros de prêts à rembourser avec pour caution nos maisons. Nous, on se retrouve à la rue. On a eu trop d'ambition et on se retrouve à la rue si on fait pas ça. Chloé s'en va, c'est très difficile. Elle s'en va dans des pleurs. Elle quitte l'équipe, elle quitte les personnes avec qui elle a travaillé pendant presque 20 ans. Elle nous quitte nous, parce que je pense qu'elle commence à avoir de l'affection pour nous. Je le pense très égoïstement, ça se trouve ce n'est pas le cas, mais voilà. Et là, on rentre dans une société difficile où ça y est, il y a une personne du bureau qui était là tous les jours, elle n'est plus là. On doit réorganiser l'entreprise. Oui, il y a une personne en moins. On doit réorganiser l'entreprise et toute la gestion repose désormais sur Claire. Claire doit remplacer Chloé en plus de son poste actuel. Voilà. On est en avril 2025. On a trouvé une petite réorganisation. On convoque Nadia pour lui faire comprendre que la situation commence à être très inquiétante. On a dû licencier une personne. Il faut que les choses changent. Il faut qu'elle redouble d'efforts, puisqu'elle nous dit qu'elle fait déjà énormément d'efforts. Et il faut qu'on y aille, quoi. Il faut que ça avance. Il faut qu'on arrive à remonter cette société. Parce que là, pour l'instant,
on enchaîne déconvenus et échecs. Nous, on arrivait à faire les choses correctement avant. Là, on perd un peu confiance en nous. On se dit que on a peut-être mal fait des choses, on se remet en question, on essaye de remotiver Nadia. On a Claire qui est là au bureau, qui est incroyable, qui fait tout pour l'entreprise. Et puis on se rend rapidement compte que Nadia, de rendez-vous en rendez-vous, elle veut rien faire en fait. Elle demande toujours plus. Elle demande toujours plus de salaire. J'ai pas abordé le sujet encore, mais je vais l'aborder. C'est une personne qui gagne entre 5 et 10 000 euros net par mois. C'est très variable, mais elle gagne minimum 5 000 euros net par mois. On n'est pas à Paris, hein. Je vous ai pas donné de région. On n'est pas à Paris. On n'est pas en région parisienne. On est à proximité d'une grande métropole, mais on est à 100 km d'une grande métropole. Donc, gagner 5 000 euros au bord de la diagonale du Vide française, c'est un très, 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 très bon salaire. Mais là, le problème, c'est qu'elle en a jamais assez. Il faut toujours plus. Toujours plus, toujours plus. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on a un salaire comme ça, il faut bien répercuter sur les prix de vente. Donc en fait, on n'a plus le choix. Faut augmenter les prix de vente sans arrêt. Parce que cette personne, quand elle gagne un certain pourcentage de commission pour une entreprise, ça coûte presque 2 fois et demi le prix. Oui, on est toujours en France. Un salarié coûte excessivement cher en France. Et on n'a pas le choix. Il faut qu'on augmente les prix sans arrêt. Mais là, on se tire une balle dans le pied. On le sait. On n'a plus le choix. C'est la seule solution qu'on a. Donc ces prix augmentent. D'un tarif annuel, on passe à un tarif à 6 mois. Et puis après, on passe à un tarif à 3 mois. Et là, on est rendu au tarif à 2 mois. Et on n'a plus le choix. C'est la seule solution qu'on a dans l'immédiat. On ne peut pas faire autre chose. Le problème, entre-temps, c'est qu'on a fait un licenciement économique pour une personne qui avait 40 ans d'ancienneté. Et je vous cache pas que toute la trésorerie qui restait, elle y est passée. Donc là, ça y est, on est avril 2025. Il reste plus de trésorerie. La société n'a plus rien. Pour autant, faut que les choses avancent. Sans faire d'investissement. Donc en fait, on se réfugie dans le seul investissement qu'on a, c'est Nadia. C'est la personne qui nous coûte le plus cher, et devant la personne qui coûte le plus cher de tout le groupe, il faut que ce soit cette personne, il faut que ça passe par cette personne. Donc on lui a demandé de redoubler d'efforts. Il faut qu'elle fasse plus, il n'y a pas le choix. Elle nous répond que c'est impossible, qu'elle est déjà surchargée de travail, que c'est impossible, qu'il faut qu'on embauche quelqu'un d'autre. Nous, c'est pas possible. Mais il y a un truc qui me chagrine dans l'histoire. Elle dit que c'est impossible. Mais les chiffres, ils sont pas cohérents. Il y a un truc qui va pas. Elle galère à dépasser 40 000 euros par mois pour une personne surmenée. C'est peu, quoi. Je commence à me pencher vraiment très, voire ultra précisément sur tous les chiffres qu'elle génère. Et là, je m'aperçois qu'en fait, Nadia, elle a 57 clients tournants. Historique. Elle fait rien de plus. Elle va prendre des commandes, voire les prendre au téléphone. Et en fait, quand je fais la moyenne, en fait, je calcule très rapidement qu'en fait, elle voit un client tous les 3 à 4 jours. Et là, c'est du noir sur du blanc, en fait. Elle nous ment depuis le début. Elle travaille pas. C'est pas possible. Elle a une moyenne de 1 client tous les 4 jours. Elle dort chez le client tous les soirs. Comment ça se passe? C'est pas possible. Elle nous ment depuis le début. Donc là, on lui met sur le fait accompli. Ça va pas. Tu travailles pas comme tu dis que tu travailles.
Faut arrêter de nous mentir, faut arrêter de nous mener en bateau. Je me dis que pour une personne qu'on emploie entre 5 et 10 000 euros par mois au bord de la diagonale du vide français, on peut aspirer un peu mieux que ça. C'est un salaire démesuré. Avec son salaire, on paye 5 personnes dans notre groupe. Je sais pas si on se rend compte du truc. Une seule personne qui produit peu peut payer 5 personnes qui méritent énormément. C'est hallucinant. Et là, s'enchaîne conflit en conflit, parce que c'est une personne qui devient vite acculée dans ses retranchements. Et là, on pensait qu'on était au fond du trou, mais en fait, on est dans un trou qui a pas de fond, quoi. Des échanges verbaux, on est passé aux échanges écrits. Du tutoiement, on est passé au vouvoiement. On est passé par des mails interminables. Et en fait, en étudiant bien ces mails, en fait, on s'est rapidement aperçu qu'elle se créait du contenu qui pouvait constituer des preuves au prud'homme. Pour rappel, je tiens à remettre les choses bien en situation. On a du coup maintenant une quinzaine de salariés. Tout se passe bien avec tout le monde, hormis elle. Ça devient de plus en plus tendu. On lui demande des comptes sur son travail quotidien, ce qu'on a parfaitement le droit de faire en tant qu'employeur, puisque pour rappel, elle ne travaille pas au bureau, elle travaille à distance. On veut savoir ce qu'elle fait ses journées. Pour le salaire qu'elle perçoit, on estime avoir un minimum de résultats. Nous n'avons jamais reçu quelconque compte rendu que ce soit. On ne sait pas quelle est la situation sur le terrain, on ne sait pas quels sont les problèmes avec les clients. On n'a aucune visibilité sur la position de l'entreprise sur le marché. On lui redemande un énième point par mail, puisque maintenant c'est désormais par mail et en vouvoiement que ça se passe. Pour rappel, quelques mois auparavant, c'était du tutoiement au restaurant. Et là, ça y est, le verdict tombe à nouveau. Et oui, comme Sylvie, arrêt de travail pour maladie professionnelle. Ah, et ça y est. Ok, on s'y attendait peut-être plus ou moins, on ne savait pas trop, mais ça y est, c'est tombé. Voilà, on est employeur en France. Elle allait très bien. On n'est toujours pas médecin, mais au bout d'un moment, on va pas se mentir. On sait pertinemment que c'est de l'arrêt de complaisance. On va pas se mentir. Tout le monde sait que les arrêts de complaisance, c'est monnaie courante. On n'a pas le droit de se prononcer sur le sujet parce que aucun employeur est médecin. Du jour au lendemain, tout va bien et on reçoit un arrêt d'1 mois pour maladie professionnelle sans aucun signe avant-coureur. Bon, bah oui, on peut avoir des très 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 gros doutes n'étant pas médecin, sachant qu'on lui demandait des comptes. Et on savait très bien qu'elle n'avait aucun compte à nous donner parce qu'on savait très bien qu'elle travaillait peu pour le salaire qu'elle nous en jette. Voilà. Aujourd'hui, on est dans cette situation. On a un peu plus d'1 million d'euros de prêts sur le dos et une société qui est au bord de la faillite, sur laquelle on est toujours caution personnelle. Cette personne qui nous a mis des bâtons dans les roues, qui a tout fait pour nous discréditer auprès des clients. Quelle solution on a ? Et bah, écoutez, au vu du salaire que je viens de vous exposer et de ses près de 40 ans d'ancienneté, on a 3 000 euros de trésorerie disponible. On lui doit, pour la licencier économiquement, parce que c'est ce qui se prête le mieux, 125 000 euros. 125 000 euros.
On a 3000 euros, on n'a plus que 122 000 euros à trouver sous le sabot de notre cheval, puisqu'on a 40 000 chevaux, vu qu'on est riche et qu'on roule sur l'or en tant que patron. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dépose le bilan, et puis, on va probablement vendre les bâtiments A et B, qui étaient notre perspective d'avenir, pour ne pas couler les groupes, pour ne pas que les 15 autres personnes qui travaillent pour nous et avec qui ça se passe très bien se retrouvent au chômage. On va mettre un grand trait sur notre avenir. Et avant toute chose, les 300 000 euros de prêt d'entreprise, ça va falloir les payer en fait. Même si on dépose le bilan, nous on a l'atelier qui allait bien. On a utilisé les mêmes banques et en fait on va pas avoir le choix. Ces 300 000 euros, il va falloir les payer. Sauf que va falloir les payer avec notre travail et pas avec le travail de l'étoile. Donc on va licencier toute personne liée à l'étoile, puisqu'on va pas avoir franchement d'autres solutions. On va vendre notre projet d'avenir, puisqu'on n'a pas d'autres solutions. On espère dans l'histoire que la vente du bâtiment A et B, on puisse rentrer dans nos frais et rembourser notre crédit, enfin nos crédits liés à ces achats. Et si on arrive à faire ça, on n'aura plus que 300 000 euros de vent, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui c'est plus du vent, à payer pendant encore 5 ans. 5 ans, tous les mois, on va devoir payer pour ça. Pour une personne qui a décidé de nous porter préjudice, pour une personne qui est employée et qui a tous les pouvoirs, et nous, employeurs, qui n'en avons absolument aucun. Voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc voilà, pour tout résumer, on avait racheté une société dans laquelle on avait de l'espoir, et au final, on a dû sacrifier l'étoile pour sauver l'atelier et préserver les emplois méritants. Là, on s'aperçoit qu'en fait, une seule personne a le pouvoir un seul salarié a le pouvoir de faire tomber un groupe qui a 70 ans d'histoire et mettre 5 ans de dette sur le dos de ses employeurs. Voilà, cette histoire, c'est la nôtre, c'est le petit patronat français qui doit représenter plus de 90% des patrons en France. Nous, on pensait avoir acheté un projet d'avenir, on était très confiants et au final, on hérite d'un champ de ruines.